On ne sait pas toujours ce qu'il y a en dessous de l'eau non plus. Là, on a vu Jérémy Bayou qui a encore cette fois-ci été très malchanceux. Bien, évidemment, c'est ça. La malchance, oui. En frappant quelque chose avec sa quille. La malchance, puis moi, je revis ça à chaque fois parce qu'on l'a vécu déjà, ça, en frappant un conteneur immergé. Puis là, ben, à chaque fois que je suis le Vendée Globe ou d'autres courses importantes comme ça, ben, on entend dire qu'il y en a un que son safran a été cassé, sa dérive a frappé de quoi, sa coque. Puis là, ben, des fois, on n'a même pas besoin de frapper quelque chose quand la fatigue est là sur une embarcation. Comme là, Jean-Pierre Dick qui a perdu sa quille, c'est extraordinaire parce qu'il a réussi à rester en équilibre. C'est incroyable. En équilibre jusqu'à l'arrivée. Il a été sage dans ses décisions. C'est évident qu'avant d'arriver à la hauteur des Açores, il a dit ben, « je déciderai rendu là ». Mais la principale préoccupation qu'il avait, c'est la sécurité de son bateau. Tu sais, c'est pas rien un bateau. Là, le stress, Georges, le stress qu'il a dû vivre d'être constamment sur le fil du rasoir. Là. On sait comment c'est à la mer. Nous, on le sait, c'est que on n'a pas toujours le vent stable. On n'a pas toujours la mer stable. Une vague de travers nous frappe le bateau des fois, puis même quand on a toute la quille en place puis tout, on tombe en bas on tombe quasiment à terre dans le bateau. C'est vrai qu'imaginez quand on n'a plus de quille, puis on se dit, il faudra pas que ça arrive qu'une vague comme ça me ramasse, elle me vire à l'envers sur le coup. L'équilibre, toujours être sur un fil d'acier pendant des journées pour rentrer au port. En tout cas, moi, un chapeau à Jean-Pierre, que je connais très bien. D'ailleurs, c'est le seul coureur qui m'avait appelé en 2003 pour m'encourager quand on avait perdu la quille puis le bateau. Curieux, ironiquement. Oui, ironiquement. Fait que je le suis toujours avec une attention. Puis moi-même, je l'avais rappelé un mois et demi plus tard quand il y avait des matés dans le milieu de l'Atlantique. Ça fait que... Vas-tu lui téléphoner, Jean? Oui, je vais lui téléphoner. Je vais le laisser arriver là, parce que regarde, je comprends que même si je l'appelle, il y avait tellement d'autres préoccupations, mais je vais discuter avec lui parce que ça m'intéresse beaucoup. J'ai été propriétaire d'un bateau semblable, un Open 60, puis je sais qu'est-ce qu'il doit ressentir, mais c'est vraiment une grande victoire d'arriver 4e. Et on voit qu'avec la lenteur qu'il a pu rentrer, malgré tout, puis les autres sont pas... Ils viennent juste de rentrer, probablement, là. Ça fait que c'est tout un exploit. Ce sont finalement de grandes expériences qu'on partage entre marins, hein? Oui, ce sont de grandes expériences. Et j'ai la chance de l'avoir fait, moi, ces genres de navigation-là. Et je vis ça avec eux autres, toujours intensément, d'une manière très objective. Puis c'est pour ça que je m'évertue à vulgariser auprès des gens, des publics, dans les entrevues, pour que les gens comprennent c'est quoi la valeur de ça. Être premier, c'est ce qu'on cherche. Mais tous les autres qui vont rentrer, là, ils ont tellement de mérite, là. Puis je pense à celui qui est le dernier, là. Ah oui, c'est tous des héros, hein? Qui va rentrer 4 semaines, 5 semaines après l'autre. Incroyable. C'est vraiment long, les dernières semaines, quand tout le monde est rentré. Ah oui? T'en sais quelque chose, toi? La Route du Rhum, t'avais eu... à la Route du Rhum, on avait... T'avais eu un pépin avec le pétrolier Prestige. Oui, Prestige, un arbre qui a démoli mon gouvernail, que j'ai réparé à la flotte. Après ça, ben, on ne tombe plus dans les mêmes conditions de vent. Mike Birch avait fait comme moi, on avait fait 1100 000 de plus que tout le monde pour rentrer. Il faut les faire, ces 1000-là. Ben oui. Puis on n'a jamais été dans le vent comme certains. Puis là, ça fait partie de qu'on n'a pas été opportuniste, peut-être. La malchance, c'est pas une grosse malchance, mais sachant qu'on se lance en course pour faire le meilleur temps possible, puis il n'y a pas beaucoup de ces coureurs-là qui disent « moi, je vais finir premier ». La mer, elle nous emmène tellement d'imprévus, il y a tellement de malpropreté sur la mer, il y a tellement d'éléments qui font que c'est comme une grosse... influencer une course. C'est comme une grosse recette, là. Ça prend tous les éléments, tous les ingrédients, les ingrédients, les piments, ça prend toutes les épices pour que ça soit réussi. Puis, ben, c'est ça la course. C'est ce qui fait que la course au large, c'est un enseignement pour tout le monde. Puis on peut appeler ça un sport, mais c'est même pas un sport comme tel. C'est une discipline où les navigateurs, surtout en solitaire, ils doivent tout connaître, tout savoir, réussir du moins à tout faire pour se rendre au port, tout d'un morceau avec leur bateau. Georges Leblanc, merci beaucoup. C'est un plaisir de te rencontrer. On te souhaite le meilleur des vents. On peut te suivre sur un site Internet. GeorgesLeblanc.com. Vous pouvez nous suivre, il y a de tout, nos aventures, nos activités, ce qu'on fait avec les centres jeunesse, tout ce qu'on fait est là.
On a une super boutique aussi, ceux qui veulent du divertissement qui se rapporte à la course au large. Puis, on vous invite à nous visiter. Merci beaucoup. Merci et meilleur des vents, Georges. Merci.